d'aujourd'hui, c'est écriture et politique. Mais au lieu d'avoir simplement une conférence, un discours porté par le haut, par des savants qui viennent apporter leur lumière, il s'agit aussi de trouver quelques failles là-dedans, en tout cas de quelques accroches pour permettre aux étudiants dans l'interaction, eux aussi, de se construire un chemin vers le savoir. Aujourd'hui, la séance est dédiée dans l'écriture et politique aux questions de la figure de l'intellectuel engagé. Et nous avons l'immense honneur de recevoir 3 intellectuels, sont-ils engagés, nous le dirons, qui participent de la nouvelle scène marocaine, en tout cas de la scène savante, de la scène littéraire. Nous avons à ma gauche, M. Driss Jaidan, qui est écrivain, philosophe, qui est aussi chroniqueur, mais surtout éditorialiste. Et donc, on lui doit tout un ensemble de petits essais en langue française aux collections Les Royaumes des idées. À ma droite, nous avons Fatma Atmous, qui est chercheur, politologue, qui est chargé de mission à la recherche à l'école de gouvernance et d'économie, le GE, et qui est aussi chercheur associé au C2M, le centre fondé par Mohamed Torzé, si je ne m'abuse, à Casablanca. Et nous avons Driss Jaidan, dramaturge, Driss Xikes, de Driss, excusez-moi, désolé Driss, journaliste, qui a donné de sa personne, à qui on doit beaucoup de changements, je ne sais pas si on doit beaucoup de changements, mais il a donné de sa personne depuis le début des années 2000, à travers ses engagements, qui a écrit dans Tel Quel, qui a fondé des journaux, qui a fait des pièces de théâtre, etc. Et qui est aussi directeur du CESEM, centre de recherche de HEM. Et donc, j'espère que nous aurons un débat très riche. Je vais commencer dans cet ordre-là pour présenter peut-être l'actualité aussi. Ils sortent des livres, et puisque nous sommes dans l'écriture et politique, la question de livre, de l'écriture est importante. Comment on descend dans l'agora, comment on vient à la rencontre dans la sphère publique des autres à travers les mots. Est-ce que déjà dire des mots, dénoncer, c'est déjà être engagé? Est-ce qu'être engagé, c'est être partisan forcément? Enfin voilà, tout un ensemble. Je ne vais pas accumuler les questions, plutôt je vais laisser la parole à nos invités et je vous demande de les applaudir et de les remercier d'être là. Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation. Je vais vous parler de 3 choses. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'un intellectuel, qu'est-ce que ça veut dire écrire et qu'est-ce que ça veut dire s'engager. Sur la question de l'intellectuel, et comme vous le savez peut-être, nous venons de sortir, Fatma et moi, ce livre qui s'appelle « Le métier d'intellectuel », qui nous a amené à dialoguer avec 15 penseurs du Maroc. J'ai envie de dire 3 ou 4 choses importantes sur cette question de l'intellectuel et surtout par rapport à des pensifs et des idées arrêtées sur qu'est-ce qu'un intellectuel que j'aimerais un peu challenger. La première chose que je voudrais dire là-dessus, et c'est un peu ce qui est sorti quand il y a eu tout ce qui s'est passé dans la région en 2011, on a eu cette phrase qui est revenue souvent, mais où sont passés les intellectuels? C'est une phrase que vous avez souvent entendue, mais où sont passés les intellectuels? Et moi, j'ai longtemps essayé de comprendre qu'est-ce qui est sous-entendu par cette phrase. Et au fond, on est en train de dire, mais pourquoi ce sont nous, les gens ordinaires, qui nous mettons en avant et ces intellectuels ne se mettent pas en avant, ne sont pas avec nous? Première question sous-jacente. Deuxième question, pourquoi il a fallu que ce soit des activistes qui nous alertent sur des problèmes et ce ne sont pas les intellectuels qui nous ont alertés les premiers? Alors,
Et quand je réfléchis à tout ça, je me dis, finalement, les gens, ils ont une image arrêtée de ce que c'est qu'un intellectuel. Ils ont en tête, je vais le schématiser, ils ont en tête Jean-Paul Sartre et le alim du style Ktani qui va dire la vérité contre vents et marées. Ça veut dire, au fond, ils ont en tête quoi? Ils ont en tête un guide. Ils ont en tête un guide qui, du haut de sa stature, va dire la vérité et la voie à suivre. Alors, ça, c'est d'une certaine manière l'image qui est là de l'éclaireur, du guide et de l'éclaireur. Or, le problème qui se pose, c'est que quand on voit dans quel temps nous sommes et dans quelle évolution nous sommes, on se rend compte que est-ce que l'intellectuel détient la vérité? Je ne suis pas sûr que l'intellectuel détient la vérité. Je pense que l'intellectuel, alors parce que cet intellectuel-là, qui est dans l'imaginaire collectif, est une sorte d'intellectuel universel, qui sait tout, omniscient. Il est un peu le pendant de l'imam qui, le vendredi, montre la voie. Mais on ne sort pas du monolithisme quand on est dans cette conception-là, de quelqu'un qui va nous montrer la voie. Moi, je suis sûr que Sartre, je ne suis pas d'accord avec Sartre surtout, parce que Sartre aussi, il a occulté le fait que l'Union soviétique était injuste et que la politique menée par les communistes n'était pas toujours juste. Alors, cette part occultée de la vérité, pour dire une part de la vérité, c'est de l'idéologie. Donc, croire que l'intellectuel est celui qui idéologiquement oriente les autres, à mon avis, c'est trompeur. Donc, il y a peut-être une deuxième possibilité de comprendre qu'est-ce que l'intellectuel. Donc, moi, cette conception de l'intellectuel universel, omniscient, qui sait tout, qui est le guide éclairé, pour moi, c'est une conception qui a daté, qui a peut-être été valable à un moment donné, mais qui, de toute façon, a été largement contestée. Il y a une deuxième manière de voir l'intellectuel. C'est de considérer que c'est quelqu'un qui, à partir de son travail sur les idées, mais aussi de son observation de la réalité et de ses lectures, il a suffisamment de savoir pour pouvoir aider les autres à penser par eux-mêmes. Ça, on arrive à une autre conception de l'intellectuel qui est ce qu'on appelle l'intellectuel spécifique. Il y a toute une littérature sur l'intellectuel spécifique, mais c'est intéressant, ça veut dire celui qui, d'abord, il a l'humilité de savoir qu'il ne peut comprendre qu'à partir de ce qu'il sait réellement, mais c'est quelqu'un qui dit « Moi, je ne vais pas rester uniquement dans ma classe en train de parler à mes étudiants ou bien dans mon espace naturel de travail. » Il peut être avocat, il peut être médecin, il peut être autre chose, mais que j'ai le devoir d'aller dans l'agora, dans l'espace public, dans les associations, dans les écoles, dans les médias, etc. Et que ce que je peux faire, à partir de ce que je sais peut-être, c'est d'amener les autres à nommer des faits, à nommer des vérités, à les aider à les comprendre et peut-être les outiller pour qu'ils comprennent par eux-mêmes. Ça, c'est la deuxième conception de l'intellectuel. Et personnellement, je trouve qu'elle est importante à saisir et elle a un sens par rapport à la réalité que nous avons vécue après 2011, dans laquelle il y a des gens qui se sont autorisés d'eux-mêmes, qui n'ont pas eu besoin d'un éclaireur qui vienne leur montrer la voie, mais qui, après, avaient besoin de repères. Alors, peut-être les repères, il faut avoir l'humilité de dire qu'on peut partager des choses, mais on n'est pas là pour guider les autres. Donc ça, c'est le partage, l'écoute et l'interaction qui sont importantes au niveau de l'intellectuel.
La troisième possibilité, c'est de considérer que l'intellectuel, il faut le comprendre dans son contexte. Je ne suis pas sûr que l'intellectuel a le même sens dans une société comme la société marocaine, dans une société comme la société syrienne et dans la société française et la société américaine. Ça n'a pas du tout le même sens. Parce que nous n'avons pas le même contexte historique, nous n'avons pas les mêmes... Et là-dessus, pour rester ici, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a... L'intellectuel a été dévalorisé, il a été condamné, il a été condamné au silence. Les intellectuels eux-mêmes parfois se sont décrédibilisés parce qu'ils ont cherché à faire uniquement les experts ou les consultants. Et donc, ils ont eu moins d'utilité dans l'espace public. Pour moi, l'intellectuel, c'est celui qui, dans des régimes comme les nôtres, qui sont des régimes semi-autoritaires, ça veut dire des régimes dans lesquels il n'y a pas... Il y a un espace limité, même s'il est ouvert, même si l'espace est ouvert, mais il n'a pas d'incidence réelle sur la circulation des idées parce que les espaces ne sont pas fertilisés par le savoir et par le partage des idées. Ni l'école n'est fertilisée par cela, ni les médias ne le sont, ni les associations, etc. C'est faiblement fertilisé par tout cela. C'est la résistance pour pouvoir être dans les différents espaces possibles dans lesquels on croise les idées, on partage. Ça, nous amène à la question des lieux de l'intellectuel. Les lieux de l'intellectuel. L'université, l'école, les médias, les revues, etc. Et ça, c'est une troisième manière de voir l'intellectuel, ça veut dire les lieux qu'il habite. Et la quatrième chose, c'est l'intellectuel qui existe par les autres. Alors, c'est la question de la médiation. Tous les produits... Alors, d'abord, les idées ne sont pas n'importe quel type de produit. On est dans le consumérisme, on croit que tout se consomme de la même manière. Donc, non seulement les idées ne se consomment pas comme tout autre produit, mais tous les autres produits ont une chaîne de valeur. Ils ont celui qui produit, ils ont celui qui market, ils ont celui qui fait en sorte qu'on comprend ce que c'est, celui qui achète, etc. Sauf pour les intellectuels, on croit que les intellectuels ils doivent faire le pâtissier, le boulanger, et il faut qu'ils aillent même dans les maisons aider les gens à comprendre comment manger le pain. Ça veut dire, nous n'avons pas de médiateurs qui mettent en valeur les idées. Quelqu'un produit un livre, et Driss Gédin vient de faire un roman, Divan marocain, que je trouve d'un courage exceptionnel au niveau narratif. Est-ce que c'est lui qui va aller traduire à tout le monde ce qu'il voulait faire? Il faut qu'il y ait le journaliste qui va faire son boulot pour dire que voilà quelqu'un qui, à partir d'un roman, est en train de régler la question du père au niveau individuel et au niveau collectif, ça veut dire la question de Hassan II. Et il faut qu'il y ait dans d'autres lieux, ça veut dire, ça c'est le travail du journaliste, il faut qu'il y ait dans les écoles des gens qui l'invitent pour discuter de cela, etc. Donc la question de l'intellectuel est liée aux lieux de médiation et lieux d'intellection, comme les appelle Michel de Certeau, les lieux d'intellection qui font que l'intellectuel n'existe pas par lui-même, il existe aussi par tous les médiateurs qui existent dans une société. Or, quand les lieux de médiation sont faibles, l'intelligence est très faiblement écoutée. Donc, voilà les 4 points que je voulais évoquer sur qu'est-ce que c'est que la question de l'intellectuel. Maintenant, une partie des intellectuels écrit. D'abord, tous ceux qui écrivent ne sont pas écrivains. Parce qu'il y a malheureusement une banalisation de ce que veut dire écrire. Écrire, c'est un acte, comme le dit Fatima Mernissi, qui est parmi nous et que je salue, et qui fait partie des penseurs qui sont dans ce livre. Écrire, c'est tisser. Écrire, c'est tisser. Écrire, c'est un effort dans lequel on est en train de
construire quelque chose d'inconnu à soi d'abord, pour le rendre connu de tous les autres. Vous vous rendez compte que vous partez de quelque chose qui est inconnu à vous pour le rendre connu de tous. Ça veut dire que ce n'est pas une simple transmission de quelque chose qui existe à des gens qui ne savent pas. Non, c'est quelque chose dans lequel vous travaillez vous-même pour la rendre compréhensible, pour la rendre après transmissible aux autres. Ce travail-là est un travail individuel, en soi, l'écriture, et le travail de lecture est un travail aussi individuel. Donc moi, quand j'entends écrire et s'engager, je suis un peu perplexe. Parce qu'il faut qu'on ait le respect d'abord de la solitude de l'écrivain et la solitude du lecteur. Et il faut d'abord qu'on ait la patience de se poser sur une chaise pendant des heures pour travailler, pour écrire, ou bien sur un fauteuil pour lire. Il faut d'abord cela, avant qu'on parle de tout le reste. Or, cet effort-là, qui est le b.a.-ba à partir duquel on peut parler du lien entre l'écriture, il est brouillé par autre chose. Par le fait qu'il y a l'urgence chez nous, la vacance que nous avons, la vacance politique chez nous, de la place de l'écriture et la place de la pensée dans la cité. Et donc, on veut gagner du temps. Moi, je suis très heureux de voir ce qui se passe dans la cité aujourd'hui, grâce à Internet d'une certaine manière, pour qu'il y ait des réseaux de lecture qui sont dans les trams et dans les espaces publics, etc. C'est un accélérateur. Mais, il ne faut pas l'oublier, ce n'est qu'un palliatif à quelque chose qui est fondamental, ça veut dire les lieux du savoir. L'école. Est-ce que l'école donne cette envie de comprendre ce que veut dire lire un texte? Donc ça, nous avons un problème. Est-ce que les médias font ce boulot réellement? Etc. Donc, l'écriture a besoin, quand on parle de l'écriture par rapport à l'espace public et par rapport à ces questions d'engagement, il faut voir l'écosystème de l'écriture. Et notre écosystème de l'écriture est un écosystème faible, défaillant, dans lequel nous n'avons pas créé ces habitudes, nous n'avons pas créé ces traditions, etc. Donc il y a tout un travail énorme qui est nécessaire. Et donc ça oblige ceux qui écrivent, ceux qui le veulent bien, comme ceux qui sont là ce soir ou d'autres, qui le veulent bien, en même temps de faire ce travail de solitaire de celui qui écrit et celui qui va aller dans la cité pour partager, parce que c'est fondamental, parce que nous sommes dans une phase où nous n'avons construit ni l'un ni l'autre. Donc ça crée un besoin énorme et parfois même un dédoublement. Et certains ont l'envie de le faire, certains préfèrent se concentrer sur ce qu'ils font, certains font de différentes manières. Dans ce livre, nous avons aussi interrogé les différents penseurs, ces intellectuels, sur comment ils agissent dans l'espace public. Il y en a qui vont faire des ateliers d'écriture, il y en a qui vont aller dans des associations, travailler avec des gens pour qu'ils comprennent un certain nombre de choses. Il y a qui travaillent sur des projets bien circonscrits. Il y en a qui travaillent uniquement sur la relève, au niveau des sciences sociales ou de la philosophie, sur la relève. Je vais le dire, nous avons tellement de défaillances que l'engagement, s'il est uniquement au niveau d'un cercle restreint, mais qu'il est bien fait, il peut avoir beaucoup plus d'impact que autre chose. Alors, c'est ce qui m'amène pour terminer sur qu'est-ce que veut dire s'engager. S'engager n'est pas... Quand j'entends s'engager, on l'entend par rapport à l'intellectuel, on pense tout de suite à Gramsci et on pense à l'intellectuel organique. Et on pense à celui qui essaie, soit à partir de l'entreprise, ou à partir d'autres espaces, ou bien dans le parti à faire en sorte qu'une pensée devienne hégémonique et qu'elle ait les moyens d'exister par rapport à la collectivité. Je vais vous dire une chose. Gramsci est mort. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de Wael Ghonaim. Nous sommes passés de l'intellectuel organique
au connecteur organique. Nous sommes passés de l'idée qu'il y avait quelqu'un qui pouvait détenir un bout de vérité et qui était le guide éclairé, même par rapport au parti, à celui qui tient compte de la pluralité des vérités possibles et qui juste a l'intelligence de faire en sorte que toutes ces vérités soient audibles. Et moi, c'est cet engagement-là, aujourd'hui, qui me semble fondamental. Il faut en même temps respecter cette culture participative qui est en train de monter, qui est en train de balayer la culture verticale du père, du chef, du prince, de tout ce qui induit une intentionnalité verticale de la vérité et qui tue par du même coup cet intellectuel universel dont on parlait au début, qui tribun, qui va venir sur un piédestal et dire une quelconque vérité. Cet intellectuel-là, pour moi, il a vécu dans d'autres moments idéologiques où nous étions dans le marxisme qui se battait contre le capitalisme, où les choses étaient claires. Les choses aujourd'hui sont beaucoup plus complexes. Et devant cette complexité, c'est une pluralité d'acteurs, une pluralité de voix, et une pluralité de lieux qui sont nécessaires. Et l'engagement pour moi, c'est de prendre conscience. L'engagement, c'est uniquement d'abord prendre conscience d'abord de cette complexité et d'agir humblement, modestement, dans les lieux où on peut être utile. Alors, moi, personnellement, je suis effectivement auteur de théâtre, donc j'essaie de faire des petites choses par le théâtre. Dans le domaine des médias où j'agis, j'essaie de faire mon travail jusqu'au bout. Et au fond de tout cela, ce qui m'intéresse, moi, dans l'engagement, ce n'est pas l'engagement politique. Parce que l'engagement politique, aujourd'hui, il n'a pas de sens d'abord dans le système politique où nous sommes, où les acteurs cherchent plus de la proximité que la représentation, où les acteurs sont décrédibilisés par rapport à ce que veut dire faire de la politique. Moi, je pense l'intellectuel par rapport à un engagement éthique. Et l'éthique, pour moi, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire, au fond, qu'il faut arriver à être constant vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce qu'on pense, et être dans la constance, dans la transmission de ce qu'on essaie de faire. Et c'est ce cheminement, pour moi, ce cheminement éthique, qui peut donner aujourd'hui un sens à l'intellectuel dans la cité, parce que, d'une certaine manière, c'est comme les jésuites ou comme les soufis, il n'agit pas parce qu'il pérore ou parce qu'il croit, il donne une vérité par la parole. Non, il agit par les actes. Il agit par son éthique personnelle. Je pense que, parce que nous sommes dans une phase où il y a trop de bavardage, où il y a trop de communication, où il y a trop de signaux, l'autonomie, la constance d'un intellectuel, c'est pour moi une chose qui peut fonder un acte d'engagement, sans prétention, sans démagogie, sans biais idéologique. Merci. Merci beaucoup Mehdi pour l'invitation. Merci beaucoup, je suis heureuse d'être parmi vous ce soir. Je vais commencer par une anecdote pour reprendre un peu ce que disait Driss sur l'intellectuel. Qu'est-ce que c'est que l'intellectuel pour moi, ou ce que n'est pas censé faire un intellectuel selon notre conception dans ce livre. C'est un de mes étudiants qui me pose une question. Madame, de par votre formation de politologue, votre connaissance de la vie politique marocaine et des partis politiques marocains, conseillez-moi, dites-moi quel est le bon parti politique auquel je puisse adhérer. Voilà, donc cette interpellation vous donne un peu une idée sur cette figure qu'on a essayé de déconstruire, sur cet intellectuel à qui on attend, de la part de qui on attend une réponse, un conseil, une orientation, une solution.
Donc, dans ce cas de figure, je suis dans un rapport pédagogique. Ce n'est pas vraiment intellectuel par rapport aux masses ou aux populations larges, etc. Mais l'idée, c'est la même. C'est que je ne peux pas, de par ma croyance, en ce que c'est que l'intellectuel, lui dire tiens, c'est tel parti qui est bon et tel parti. Donc déjà, mon travail à moi, c'est de déconstruire son discours. De lui dire ah bon, donc tu penses qu'il y a un parti politique qui est bon et un qui est mauvais. Et on est où dans cette configuration-là? On est dans quel registre? On est dans les valeurs, on est dans les normes, on est dans quoi? Donc il commence à réfléchir par lui-même. Et le deuxième niveau, par exemple, est-ce que seule la connaissance des partis politiques, la bonne connaissance des partis politiques, peut orienter un choix d'adhérer ou de voter pour tel ou tel parti politique? Donc il commence à réfléchir. Je lui dis, dans ce cas, si c'est seulement la connaissance, je te donne la littérature à lire, la bibliographie, tu lis, après tu décides. Donc je pense qu'on est dans cette configuration qu'on a essayé un peu de déconstruire dans ce livre. Donc j'ai commencé par cette anecdote pour vous donner un peu une idée de ce que c'est que l'engagement pour moi, de ce que c'est que l'intellectuel pour moi. L'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui trace la voie, ce n'est pas la figure de l'intellectuel prophète dans les exemples qu'a donné Driss tout à l'heure. Moi, si j'ai un engagement, je pense que c'est la recherche. Si je milite, c'est par la recherche. Et pour vous le dire personnellement, parce que Mendy m'a invité à parler un peu plus de mon parcours, j'ai fait le choix de ne pas travailler dans d'autres secteurs, de rester dans la recherche et l'enseignement. Je vais essayer de m'arrêter un peu sur quelques séquences de mon parcours, et ça vous donnera un peu une idée sur cette conception que j'essaie de développer ici. Donc, comme Mendy l'a dit, je suis docteur en sciences politiques, j'ai fait une thèse sur le nationalisme marocain. Vous allez me dire, ça c'est un sujet ancien, c'est un sujet galvaudé, on a tout dit sur le nationalisme marocain, etc. Et permettez-moi de vous dire que j'ai eu à interagir avec beaucoup d'historiens durant tout mon travail, à les avoir dans mon jury un peu pour cautionner et légitimer mon travail. Et ils ont relevé l'apport de mon travail dans le sens où j'ai travaillé sur les années 20 du nationalisme marocain qui sont décrites normalement dans la littérature sur le nationalisme marocain comme l'installation du protectorat. Moi, je décris ces années comme le développement du nationalisme marocain, comme l'émergence des premiers réseaux des jeunes nationalistes. Et j'ai beaucoup travaillé sur la catégorie de jeunes dans les années 20. Qu'est-ce que ça voulait dire à cette période? Et je pense que c'est une problématique qui est transversale, qui traverse aussi bien le passé que le présent. Et j'ai aussi essayé de mettre en valeur les acteurs pas très visibilisés dans la littérature sur le nationalisme marocain, de mettre en avant des voix inaudibles, des projets qui n'ont pas réussi par rapport à une certaine conception de ce que c'est que la nation, etc. Parmi les historiens qui avaient assisté à ma soutenance, il y avait Abdel Hassanti, qu'on retrouve dans ce livre, et il y avait aussi Mohamed Layadi, Mustafa Bouaziz, entre autres. Je vais passer peut-être aussi à mon premier de terrain, parce que là, c'était un peu les sciences politiques à la faculté de droit de Casablanca, mais en parallèle, j'ai eu, dans le cadre de ma formation de 3e cycle, j'avais fait beaucoup de terrain, j'ai participé à beaucoup d'études de terrain. Mon premier terrain, c'était en 2001, dans les environs de Marrakech. C'était une étude sur la migration féminine dans la région de Marrakech-House. On devait faire des questionnaires pendant 15 jours dans les quartiers périphériques de Marrakech, avec des femmes prostituées, des femmes vraiment de catégorie très marginale, pour un peu détecter, identifier les facteurs qui sont à l'origine de la migration, comment les femmes viennent émigrer toutes seules, comment elles s'installent dans un milieu urbain, etc. Cette étude a été supervisée par Hassan Racheb et Rahma Bourqiya, qui sont aussi dans ce livre. Entre 2002 et 2006, je fais partie d'une équipe de recherche sur les identités collectives et on a étudié l'identité amazigh au Maroc. C'était pour une jeune chercheure comme moi, avec deux autres jeunes chercheurs, Aziz Chaher et Aïcha Belhabib. C'était un peu une occasion
de travailler sur un projet commun avec des chercheurs confirmés, entre autres Abdelrahman Khsassi, Hassan Rachid et Mohamed Tozi. Ce travail a donné lieu à un livre que vous connaissez peut-être qui est Usage d'identité amazigh au Maroc. Je passe à le moment de l'instance équité et réconciliation en 2004. J'ai été recrutée en tant que chercheure assistante par l'équipe des études et des recherches pour faire des travaux sur un peu le contexte historique des années de plomb au Maroc. J'ai principalement travaillé sur les événements du RIF en 1958 et la gauche dans les années 70. Cette équipe a été chapeautée entre autres par Abdelhaïm Moten, qui est aussi dans ce livre. Je suis aussi, à partir de 2006, membre fondatrice d'un atelier qu'on a monté au Centre marocain des sciences sociales dont tu as parlé, qui est l'atelier d'anthropologie urbaine de Casablanca. Et cet atelier a été vraiment un espace très important dans la vie de Casablanca, parce qu'on recevait les acteurs de la vie, les acteurs culturels, politiques, les journalistes, les architectes, etc. Chacun venait pour nous parler de son travail dans la ville de Casablanca. C'était un espace aussi qui a réuni des jeunes chercheurs en sciences sociales et politiques marocains et étrangers, puisque l'atelier, c'était un partenariat entre le centre Jacques Berck et le CM2S. On a travaillé pendant presque 4 ans et on a publié un livre sur la ville de Casablanca. Je ne sais pas s'il est très connu ou pas. Ça s'appelle Casablanca, figure et scène métropolitaine, qui est sorti en 2011 sous la direction de Mohamed Tozi et de Michel Peraldi. L'idée, c'était pour nous, des jeunes chercheurs, comment étudier une ville qui nous a tous marqués. On est parti sur des portraits de citadins, c'est-à-dire on a la métropole qui est très vaste, comment la décrire, comment l'étudier. Donc on s'est dit chacun va l'étudier à partir de peut-être de son choix, de sa sensibilité, etc. Mais l'idée c'était qu'on est sorti avec des portraits de citadins casablancais, de portraits casablancais, de métiers casablancais. Et c'est grosso modo, par exemple, je vous dis, c'est comme une femme au foyer ménagère, c'est les vendeuses de Sidi Msaoud, c'est des colocataires à Casablanca, des quartiers de Casablanca. L'idée, c'est aussi des gardiens de voitures, des peintres, etc. C'est des catégories de citadins marginaux que nous, on a décrits par choix, et aussi parce que une sorte une manière de notre part en tant que jeunes chercheurs de rendre hommage à la ville de Casablanca qui nous a tous marqué un peu dans notre cursus et notre cheminement de formation. En 2004, avec d'autres collègues, on a créé ce qu'on a appelé l'association groupe Jeunes chercheurs en sciences sociales. L'idée, c'était, parce qu'on était tous un peu solitaires, un peu déconnectés et surtout solitaires. Pour des thésards, c'est vraiment une problématique. Et donc l'idée, on s'est dit, on va créer une association, déjà un espace qui puisse nous aider, nous, à nous rencontrer, à présenter nos projets, etc. Le projet a beaucoup évolué et on est devenu un label. On a constitué une base de données, un mailing list très important, on a organisé des activités et je pense que l'association elle continue toujours d'exister. De cette association, il est sorti un groupe que Mehdi a mentionné l'autre jour quand il m'a appelé, c'est le GREGAM. C'est le groupe de recherche et d'études sur le genre en Maroc, et qui réunit aussi des jeunes chercheurs aussi. On était toujours à l'époque en train de finir nos thèses, marocains et étrangers, qui travaillent sur la thématique genre ou sur les problématiques femmes-genre en Maroc, qui voulaient aussi un espace pour discuter de leurs travaux et les présenter. Le groupe fonctionne en réseau et actuellement, on avait un blog, maintenant on est sur hypothèse.org. Donc pour vous dire le référencement de notre groupe. En 2007, j'intègre le CESEM avec Driss Fikes, et la revue Economia. C'est là aussi qu'on a commencé un peu les interviews, les dialogues qui figurent dans ce livre. J'ai rencontré grâce à Abdelhaïm Moten et Mohamed Tozi, c'est eux qui ont fait le lien. Je vais faire un saut. En 2013,
je pars à Berlin pour 2 mois en tant que chercheur visiteur. J'avais postulé pour une bourse et les chercheurs du centre ZDMO Berlin étaient très intéressés par mon travail sur le nationalisme, sur les relations, comment on passe un mouvement, comment il passe du local au national, comment il construit une identité à partir du local vers le national. Et ils m'ont donné l'occasion d'approfondir un peu ce que je fais sur d'autres villes, sur par exemple le nationalisme dans la ville de Marrakech. J'en profite pour tisser un grand réseau de relations et surtout de monter un projet que j'espère qu'on est en train de présenter dans les prochains jours en lien avec les événements de 2011, sur les nouveaux espaces de participation politique. C'est une sorte d'étude comparative entre la Palestine, l'Égypte et le Maroc. L'équipe marocaine est portée par moi et par un autre sociologue, Mourtad Labas. Et figurez-vous sur quel espace je vais travailler dans ce projet. Je vais étudier les anciens abattoirs de Casablanca. J'ai fait un peu le tour des séquences spatiales et temporelles sur lesquelles je voulais un peu insister pour vous dire une chose, c'est que mes objets de recherche portent sur ma cité, sur la cité. Ils portent sur des catégories sociologiques marginales, comme les femmes, comme les jeunes, comme la majorité, les nationalistes, etc. Mon engagement, c'est comment donner un peu la voix, comment donner la parole à ces marginaux, à ces catégories minoritaires au sens non pas numérique, comment rendre ces voix qu'on n'entendait pas, qu'on entendait rarement, comment les rendre beaucoup plus audibles et visibles. Je pense que c'est ça pour moi, être engagé. Ce que je vous ai présenté dans son parcours manque, donc j'ai fait exprès bien sûr de focaliser sur les séquences dans lesquelles apparaissent les penseurs et les intellectuels qu'on a dans ce livre. C'était aussi une manière d'attirer votre attention, surtout sur les jeunes, sur une autre chose très importante, c'est la formation par la recherche. Dans toutes ces séquences que j'ai un peu évoquées, j'ai appris de la recherche comme ça, être dans des groupes, être associé à des projets de recherche collectifs dans lesquels justement ces intellectuels nous associaient pour justement former la relève. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et si vous avez d'autres questions, je pourrais y revenir. Merci. Bonsoir tout le monde et merci de nous avoir invités. Je vais essayer de faire court parce que je pense que ce sera bien que vous puissiez poser des questions et échanger avec nous si vous le souhaitez. Je vais aborder 3 points. La première, qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? C'est quelqu'un qui a probablement la folie, la bêtise et le courage de s'occuper de questions qu'on ne lui a pas posées. C'est des gens à qui on n'avait rien demandé et qui ont décidé un beau matin d'aller s'occuper de la violence, de la folie, de l'exclusion ou d'autres choses, sans qu'on leur ait jamais posé la question. C'est peut-être aussi pour ça qu'on les aime bien ou qu'on les déteste en général. Qu'est-ce que c'est que le travail intellectuel? C'est un travail qui a un rapport avec le savoir, parce que les intellectuels travaillent avec le savoir, avec les idées, avec les mots, avec les livres, avec les concepts, comme les ingénieurs travaillent avec les systèmes et les mathématiques et les équations. Les intellectuels, ce qui fait leur quotidien, c'est précisément d'essayer de comprendre avec les mots et avec les moyens qui sont les leurs, comment ça marche, comment on ouvre le moteur et comment on essaye de comprendre ce qui ne marche pas généralement dans le moteur. Et puis 3e point, comment je pense et à quoi ça peut servir un intellectuel. On en a déjà parlé, Mehdi, un peu hier. Je dirais qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui monopolise un type de savoir et qui le dirige entièrement vers une obsession. C'est la différence entre un savant, un érudit, un expert et un intellectuel, une intellectuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les intellectuels sont supposés lire, travailler, faire un travail évidemment de recherche, mais que ce travail, en général, si on veut savoir si on a affaire avec une intellectuelle ou un intellectuel, en gros, ne change pas beaucoup. Comme disait un grand philosophe, les écrivains n'ont qu'une seule idée. Et généralement, les intellectuels, c'est pareil. Les experts peuvent changer de domaine en fonction de la demande, de l'élasticité de l'offre. Les intellectuels, généralement, sont des gens qui ne sont pas très normaux.
C'est une catégorie un peu monstrueuse. Pour la bonne et simple raison qu'ils mettent leur obsession et leur hantise au service des autres. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des intellectuels qui auront passé toute leur vie à travailler sur la question de l'exclusion, sur la maladie, sur la folie, sur la question des femmes, sur la violence faite aux enfants, sur les droits de l'homme, sur l'histoire, sur comment on l'enseigne, on la raconte. Parce que précisément, si on fouille un peu dans leur parcours personnel, eh bien on s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a une blessure, il y a quelque chose qui a fait qu'ils vont mettre ce qu'il leur reste à penser et à vivre au service précisément de la guérison qui est importante pour eux et qu'ils mettent au service des autres. Donc les intellectuels, c'est des gens qui passent perpétuellement le temps à guérir des blessures en partageant leurs blessures et leurs tentatives de guérir avec les autres. Je voudrais saluer Fatima Mernissi, dont j'ai lu les livres fort heureusement il y a très longtemps, je continue de les lire. Dalis, tu disais le printemps arabe 2011, Pasolini disait les intellectuels arrivent toujours trop tôt ou trop tard. Fatima Mernissi est arrivée trop tôt. Dans un livre qui s'appelle La peur modernité, elle avait déjà commencé à parler du printemps arabe. Elle ne l'a pas appelé le printemps arabe, elle l'avait appelé à un moment donné le choc des identités, les ruptures, les grandes peurs, le rapport à la modernité perdue et le réveil des consciences malheureuses. C'est à peu près ça ce que nous a dit. Elle était arrivée trop tôt. Donc d'autres arrivent trop tard dans la mesure où ils vont devoir expliquer ce qui s'est passé. Le rôle des intellectuels, finalement, il n'est pas celui de l'instant. Ça, c'est le rôle des chroniqueurs, c'est le rôle des journalistes, c'est le rôle des gens qui ont envie de dire tout de suite ce qui se passe, qui sont, eux, hantés peut-être par une forme de besoin narcissique de nous expliquer immédiatement et de nous dire voilà ce qu'il faut penser. Ces gens-là font leur travail. Dans la société de l'information que tu décrivais, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus importants à nous dire non, non, vous savez ce qui se passe, c'est ça. En réalité, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le travail de l'intellectuel, c'est celui qui consiste à ressentir les choses un peu avant les autres, parce que précisément, il y a de la névrose, il y a de la pathologie, il y a de la hantise chez lui, ou alors c'est celui qui consiste à dire après, je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc il monopolise un savoir et il monopolise aussi sa peur. Donc, les intellectuels, c'est des gens qui vivent dans la terreur. C'est des gens qui sont tourmentés. Il y a de la souffrance, sans pour autant sombrer dans le dolorisme. Ce n'est pas des gens qui passent leur temps à être torturés, quoique c'est intéressant de voir que les intellectuels, on les torture. Donc, ils se torturent eux-mêmes et beaucoup d'États les ont torturés aussi. On continue d'ailleurs de le faire sous nos cieux, de différentes manières. Donc cette manière d'être qui relève de la terreur intérieure ou de la peur et de la hantise fait, à mon avis, la différence entre les savants, les érudits et les experts. Les experts ont peur de rien. J'ai jamais vu un expert hanté par quoi que ce soit. Il sait des choses, il vous dit voilà, A plus B égale C, voilà le périmètre, voilà ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'un expert peut vous dire comment bombarder un village palestinien. Il n'y a pas de problème avec ça. Ou de vous dire comment on va fabriquer des drones. Parce que justement, la réalité et la vie ne l'intéressent pas. Pourquoi les intellectuels vivent dans la terreur? Parce que leur problème, c'est la vie. Ils sont hantés par l'idée qu'on puisse faire du mal à la vie sociale, à la vie humaine, à la vie des enfants, des femmes, et à la vie en général, parce que la vie, qu'est-ce que c'est? C'est l'affect. C'est ce qui fait qu'on est capable d'interpréter le monde aussi, nous, les êtres humains, tous les gens qui sont dans la salle sont capables et passent leur journée à interpréter le monde, en disant « j'ai faim, j'ai mal, je t'aime, je n'en peux plus ». Eh bien, on est dans ce qu'un grand philosophe qui s'appelle Michel Henry appelle l'auto-transformation de la vie. C'est la différence entre un homme et un animal. Qu'est-ce que c'est qu'un animal? Eh bien, c'est un être qui vit dans le troupeau et qui est dans la perpétuation des gestes. On n'a jamais vu un mouton évoluer. Ça n'existe pas. Par contre, la différence entre un homme et un animal, c'est qu'un homme est capable de sortir du groupe et d'aller réfléchir à sa condition d'humain en se disant qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que j'ai été idiot? On n'a jamais vu de mouton et de chèvre réfléchir à sa condition de mouton et de chèvre. Et ça va durer jusqu'à la fin des temps. Nous, les humains, nous sommes comme ça. Nous sommes capables de sortir du groupe et d'aller réfléchir à notre condition d'humain. Eh bien, en gros, les intellectuels, avec leur savoir, avec leur hantise, avec leur pathologie, se posent la question perpétuellement de qu'est-ce qui fait qu'on est encore des humains ou qu'on ne l'est plus?
Ça, c'était pour ma définition. Pour présenter rapidement ce que j'ai pu faire ou ce que j'aimerais faire, j'ai travaillé sur un philosophe qui s'appelle Michel Foucault. J'ai commencé très jeune, à 21 ans, et je continue encore. Et c'est un philosophe qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a permis de revenir à un moment donné à la période de la Grèce antique, où précisément l'intellectuel, s'il existait, c'était quelqu'un qui avait pour fonction de dire la vérité dans la cité, et qui était capable évidemment de passer de très mauvais moments dès lors qu'il disait la vérité. Pourquoi ? Parce que ça supposait un travail sur lui-même, une transformation intérieure qui faisait qu'à un moment donné, il était dans le refus du mensonge, à travers des exercices intellectuels, spirituels, extrêmement difficiles et longs. Donc, quelque part, un intellectuel doit être capable aussi d'engager à un moment donné sa personne pour dire non, je ne suis pas d'accord, ce que vous faites là n'est pas bon. Non pas pour lui, mais pour les autres. Et les autres, ça veut dire quoi ? On en revient à cette fameuse question de la vie. Alors, en étudiant, en travaillant sur ce philosophe, j'ai peut-être compris 2 ou 3 petites choses sur le fonctionnement des sociétés, sur le monde dans lequel nous vivons. Et j'ai, pour plein de raisons, l'objectif n'est pas là, j'ai moi une hantise que je partage comme je peux avec mes enfants, avec mes amis, avec les gens qui écoutent, avec les gens qui peuvent lire ce que j'écris. Cette hantise, c'est que nous sommes entrés aujourd'hui dans une phase de l'humanité où se créent de nouvelles catégories qui ont probablement, et c'est un peu ma terreur, qui ont probablement pour objectif d'exclure définitivement du champ de la vie des populations entières. Le système d'aujourd'hui, ultra-libéral à l'excès, est un système qui partage le monde en 2 types de catégories, les individus utiles et les individus inutiles. L'ultralibéralisme est à mon sens arrivé à un moment, à un terme, où l'humanité est perçue conceptuellement presque comme une entreprise géante, avec des incompétents et des compétents, et il y aura du downsizing. C'est une évidence. Le rapport entre la population qui augmente, l'impossibilité de nourrir tout le monde, le rapport au corps humain, le rapport à la médecine, le rapport à l'argent, tout ce qui fait que les catégories du vivant sont aujourd'hui des affaires qui relèvent de la finance, c'est un moment inédit où convergent la technologie, les mathématiques, la valeur de l'argent. Quand on sait par exemple que ce qui soigne les êtres humains dépend de la valeur de la bourse, quand on sait aussi que les étudiants aujourd'hui voient soumettre leur cursus intellectuel aussi à la valeur, entre guillemets, du savoir sur un marché, quand on voit en gros que les marchés décident pour bon nombre de choses, il y a peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à se poser la question de la vie et de ce qu'on est en train d'en faire. Car l'économie, c'est une chose formidable, l'économie est civilisatrice, le commerce a permis aux gens de se rencontrer, il faut le dire, ça va de Marco Polo, on connaît l'histoire des Arabes, ils ont détourné des détroits, ils ont traversé des frontières. Le commerce, c'est ce qu'il y a de mieux pour ne pas faire la guerre. C'est ce qu'il y a de mieux aussi pour aller à la rencontre des autres, je l'ai dit. Aujourd'hui, l'idée que tout se transforme en équation et que tout prenne une valeur abstraite est en train précisément de tuer cette chose qui s'appelle économie. Vous êtes dans une université, vous savez ce que c'est que l'économie, et je vais vous donner, si vous le permettez, un thème de réflexion. J'essaie de le traiter sur le mode de la philosophie. Si vous lisez un livre d'économie ou des traités d'économie, vous verrez que la question de l'humain s'y pose à travers le travailleur. À travers la société des loisirs, on parle aussi des êtres humains. À travers la politique des ménages, on parle encore des êtres humains. On parle de famille, on parle de société. Eh bien, je voudrais m'amuser à vous poser un petit défi très modeste. Ouvrez des traités de finance et essayez d'y trouver dedans la catégorie humain. Ça n'existe pas. Eh bien, cette mathématisation de l'économie, cette systématisation de l'économie, l'idée que l'économie soit maintenant avalée par un dispositif, qui est un dispositif froid et ultra-rationnel, fait que la catégorie humain en a totalement disparu. Et elle fait précisément qu'on peut aujourd'hui mettre des populations entières au chômage, détruire des vies, jeter des gens dans la rue, non pas parce que les traders sont des gens méchants qui aiment le goût du sang, mais parce que intellectuellement et systémiquement, leur formation et leur rapport au réel est un rapport mathématique et il relève d'un dispositif. Je vous invite à réfléchir à ces questions, je vous le dis,
prenez-moi comme un grand frère, mais c'est quelque chose qui va jouer sur l'évolution de l'humanité, sur les rapports entre les sociétés et sur le vivant lui-même. Car lorsque le laboratoire pharmaceutique entre dans la catégorie marché financier, il y a à craindre pour la façon dont nous allons soigner des populations entières aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que vous aurez des thérapies qui auront une valeur boursière moindre, vous aurez des thérapies qui seront aussi comme les cours de bourse qui vont monter, et vous aurez des thérapies qui vont se concurrencer les unes les autres. Les êtres humains n'entreront pas dans la catégorie au moment où jouera cette concurrence. Donc le monde aujourd'hui, avec la technologie, avec la mathématisation de l'économie, avec l'idée qu'on ne réfléchit plus l'humain dans ce qui est aujourd'hui le système le plus puissant et le plus inégalé qui ait jamais été créé, eh bien, voilà des raisons de réfléchir et voilà des questions à se poser pour aujourd'hui et pour demain. Dans une société comme la nôtre, quoi qu'on en dise, et moi je suis heureux et honoré que Fatima Mernissi soit parmi nous, il y a de l'histoire. D'ailleurs, l'histoire fait un petit peu peur, on ne parle que de patrimoine. Mais nous sommes en train, et je vous le dis parce que vous êtes dans une université, je me permets de vous le dire, nous sommes en train d'avaler des expressions toutes faites, développement durable, croissance négative, transversalité. Il y a tout un vocabulaire autour duquel on ne se pose pas de questions. On pose des questions sur beaucoup de choses, mais on accepte que des mots qui n'ont pas grand sens, croissance négative, ça ne veut rien dire au bout du compte. Mais ça a un sens mathématique. Mais dans la vie, ça ne veut rien dire. On n'a jamais vu un enfant perdre 3 cm par an. Parce qu'il arrive un enfant où l'enfant ne grandit plus. Ou un arbre poussé à l'envers. Donc la nature, tout cela n'a pas de rapport avec la nature et n'a pas de rapport avec le vivant. Donc je pense qu'il faut réinterroger aujourd'hui ces expressions que nous avalons, parce que nous sommes un pays, quoi qu'on en dise, qui essaye de se développer comme il veut, qui a besoin d'investisseurs, certes tout cela est très bien, nous avons besoin de touristes, nous avons besoin de toutes ces choses qui font qu'on crée des emplois. Mais en même temps, nous devons nous protéger et nous ne devons pas avaler n'importe quoi. C'est une chose extrêmement importante, car la perméabilité d'une société comme la nôtre aujourd'hui à ce type de concept, à ce type de mots, à ce type de langage, nous met dans une position où nous risquons de perdre non pas notre identité, mais notre rapport à nous-mêmes et notre rapport au réel. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut non pas avoir une position paranoïaque, mais une position critique. Je suis désolé, je suis de plus en plus ébahi quand j'entends des jeunes gens, toute la journée, prononcer des mots qui n'ont pas de sens. Dans les médias, on les lit dans les journaux, on les voit dans des débats, dans des conférences, ça donne des forums, et tous ces gens-là ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ils parlent tout simplement de la déréalisation totale par rapport à la vie. Même quand ils parlent de l'entreprise, ils ne savent plus de quoi ils parlent. Ils vous parlent de capital humain. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous dites à quelqu'un « j'ai faim », si quelqu'un vous dit « j'ai faim », vous n'avez pas le temps de l'écouter. Mais quand on nous parle de capital humain, ça passe comme une lettre. Eh bien, c'est ça aussi, contre quoi nous devons nous prémunir. Le rapport à la vie, et je finirai là-dessus, c'est le travail c'est notre travail à tous, c'est finalement accorder la vraie valeur à ce qui est vrai. Quoi qu'on en dise, nous sommes capables de passer, et moi le premier, de passer toute la journée à côté de gosses qui essuient des pare-brises, ça ne nous fait plus grand-chose, mais nous nous trouvons merveilleux à écouter des discours précisément sur toutes ces choses, cette espèce de fatras conceptuel, soi-disant fascinant, mais qui en réalité ne veut pas dire grand-chose. Alors s'il y a un travail à faire, c'est de refuser le non-sens qu'on essaie de nous imposer, c'est de refuser le pléonasme perpétuel. Tout ça est extrêmement important, tout ça est dangereux pour nous et pour les générations futures. Donc voilà. Il y a probablement de la névrose et de la pathologie dans ce que je vous ai dit, mais en tout cas, c'est ce que je crois. Bonsoir, Nassel Nao, première année de Sciences Po. Moi, ma question s'approche un peu de celle de Salim, sauf qu'elle s'adresse à Madame Fadma Etmous, parce que je crois, avec son expérience en tant que politologue, elle est la mieux placée pour répondre à cette question. Donc, l'intellectuel au Maroc est-il présent dans le jeu politique marocain? Si oui, quelles sont les limites de sa contribution? Merci. Ahmed Chapi, 3e année Sciences Po. J'aurais une question pour M. Bliskivas. Alors, justement, par rapport à cette question de l'intellectuel, alors s'il est indéniable que les espaces dans lesquels il évolue, dans lesquels il agit, ont évolué, et les débats idéologiques
d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, il demeure indéniable que l'intellectuel a un rôle critique. Et notamment, ma question est, en 2014, au Maroc et dans le futur, quel rôle pour un intellectuel engagé, critique et indépendant par rapport au pouvoir politique? Bonsoir, Ryan Baroudi, 3e année Sciences Po. Je voudrais m'adresser à M. Driss Jaidan. Vous avez sans doute raison d'aborder les dangers de société de plus en plus financiarisée, mais en fait, vous voulez évoquer s'il y a des nouvelles dynamiques, je pense, comme avec l'investissement social responsable ou encore la finance dite éthique ou solidaire qui se mettent en place. On peut penser à, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais la Grameen Bank, des choses comme ça. Est-ce que ça vaut pas le coup de se pencher un peu là-dessus et d'y apporter un peu d'intérêt avant de condamner tout de suite la finance? Si vous refusez la mathématisation totale, je vais vous donner un exemple. La récolte de 2020, elle est déjà vendue. Mais le paysan n'a pas fini avec celle de 2014. C'est ça la mathématisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire à un brave type dans le Wyoming ou en Afrique, tu sais, le ciel, la pluie, les racines, la terre, les grains, ça ne compte pas. C'est une affaire réglée. C'est-à-dire, en gros, ton métier, c'est un métier qui n'existe plus. Ton rapport à la terre, tu te lèves le matin à 4h30 du matin, c'est pas grave. Nous, on a décidé que c'était 20 $ le quintal. C'est ça, la mathématisation. Donc c'est une attaque à la vie. Idem pour la santé. Si on est capable de faire... Alors là, je vous parle de ma hantise. Si on peut faire ça avec la terre et le blé et le vent, on peut le faire avec le sang. D'ailleurs, on est en train de le faire avec le sang. On est en train de mettre le sang en bourse. Ça va se faire. Ben oui. C'est ça. C'est ça l'entrée de la mathématisation dans le vivant. Vous avez 20 ans. Je vous souhaite d'arriver à 120 ans. Je ne vous souhaite pas qu'à 40 ans, vous soyez tenu de considérer que vous allez acheter du sang dans un centre de transfusion sanguine comme si vous alliez dans une agence bancaire présenter une carte et montrer que vous êtes solvable. Le problème de la finance, il est là. Cette mathématisation, elle est là, elle nous prend à la gorge. Et on y peut rien. Et les gens sont très contents. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, la mort est toujours entrée très souriante, avec des choses très simples, et les gens n'y voient rien. Et on y voit rien, on est les premiers à être aveuglés. Donc de ce point de vue-là, ce que je vous dis, c'est devenez technicien, faites de la philosophie, de l'histoire, des sciences sociales, armez-vous pour protéger la société de demain. C'est-à-dire vous-même et vos enfants et vos amis et votre famille et les gens qui sont autour de vous. Pour précisément que vous puissiez dire, eh bien non, on ne va pas mettre le sang humain à la bourse. Il n'y aura pas d'indice Dow Jones du sang. Il est là le combat. Chaque époque a ses combats, et chaque époque a ses monstres, et chaque époque a son mal. Et le devoir des citoyens, ou des intellectuels, ou de la société, c'est précisément de définir la couleur du mal, et de dire, eh bien nous allons le prendre dans la ligne de mire au nom de la vie, au nom de l'humanité, au nom de ce qui nous tient ensemble les uns les autres. Donc de ce point de vue-là, le combat, il est pour tout le monde. Est-ce qu'on va laisser la société marocaine aux prises avec cette espèce de délire perpétuel, sémantique? On ne parle que de cela. Vous ouvrez les journaux, les gens sont ravis, ils ont des trombines, ils sont souriants, bien rasés, bien coiffés, et ils vous balancent les horreurs aujourd'hui qui vont nous envoyer demain à la faillite humaine. Mais rassurez-vous, on sera très content de vivre dans des petits appartements, de manger d'horribles pizzas, de passer notre vie devant des films, d'attraper du cholestérol et des cancers, et puis on s'apercevra un matin, tiens, ça fait 2 ans que je n'ai pas été voir la nature, ça fait 2 ans que je n'ai pas été à la plage, mais tout va très bien, j'ai un smartphone, je remplis ma vie de signes. Rendez-vous compte, on parlait tout à l'heure du mouton et de l'humain. Justement, pour sortir du groupe et aller réfléchir à sa condition d'humain, il faut ce qu'on appelle signaler l'écart entre ce qu'on appelle le social et le non social. Il n'y a plus d'écart. Quand je passe du BBM au SMS, du SMS à la vidéo ceci, du WhatsApp, il est où l'écart? Quand est-ce que je peux réfléchir à ma condition d'humain? Quand tout ça se remplit de petits bruits, d'onomatopées, alors c'est très sympathique. Excusez-moi, je m'énerve. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça le vivant. C'est pas comme ça que ça a marché. Or, nous sommes à un moment donné où ça se passe en même temps que la finance est en train de tout mathématiser. Et beaucoup de choses se passent en même temps qui peuvent mettre en danger notre rapport à l'humain et à la vie.
Alors, pour répondre à votre question, si c'est des Grammy, je ne sais pas comment, Grammy Finance, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose, c'est la vigilance. Je pense que nous sommes entrés dans une ère où il faut être ultra vigilant, où nous, en tant qu'espèce humaine, qui avons une histoire, qui avons inventé la culture, nous sommes en danger. Ça pourra prendre 10 ans, ça pourra prendre 20 ans, mais le combat, il est là, et ce n'est pas simplement celui de notre pays, c'est celui de l'espèce entière. C'est tout. Je voulais dire deux choses importantes. Enfin, je pense que la question centrale qui se pose à nous, c'est que quand vous me posez la question du rôle critique, vous avez en tête une catégorie morale. Moi, j'ai parlé d'éthique tout à l'heure. Je pense que la question principale, c'est ne pas raconter d'histoire. Ne pas raconter d'histoire aux autres. D'abord, déjà avoir cette exigence vis-à-vis de soi de ne pas raconter des histoires aux autres. Et en même temps, d'identifier ce qui, effectivement, pose problème à un moment donné. Alors, moi, par exemple, une des questions sur lesquelles je travaille depuis très longtemps, c'est la question des médias, et la question des médias m'amène à cette question, c'est est-ce que les médias aujourd'hui créent des effets d'illusion ou bien ils permettent vraiment de saisir le réel? Et pour moi, la création d'illusions est beaucoup plus forte que le travail sur le réel. Pourquoi? Parce que l'accès au réel, il y a 18 000 firewalls qui sont posés, que ce soit pour accéder à l'information stratégique, pour savoir comment les pouvoirs décident de notre sort, ou pour savoir comment les multinationales décident d'être sur telle chose ou telle chose. L'information économique aujourd'hui, elle est stratégique, elle est ultra protégée. Les politiques publiques chez nous, elles sont aujourd'hui privatisées. Elles sont faites par des cabinets d'experts, etc. Donc, au fond, qu'est-ce qui reste aux médias? Eh bien, ils vont grappiller des petites choses pour pouvoir exister en tant que support qui ont un rôle marginal dans la société. Alors, ça, c'est une... Et or, sans des médias puissants, comment voulez-vous que des citoyens puissent exister réellement et saisir la complexité de ce qu'il y a autour d'eux pour pouvoir contribuer à la décision? Alors, on n'est même pas à contribuer à la décision parce qu'on n'est même pas dans un système démocratique, mais on n'est même pas dans la prise de conscience de ce qui est réellement en jeu, parce que les médias n'ont pas accès à ce qui est réellement en jeu. Donc, moi, face à une télévision qui continue d'être dans la propagande, face à des radios qui sont complètement émasculés parce que de toute façon ils ne peuvent pas aller sur des terrains politiques et des terrains d'enjeux économiques puissants parce que c'est un précaré, etc. Je me dis qu'il y a un vrai problème par rapport à des citoyens qui effectivement se réfugient dans le jeu ou se réfugient dans le narcissisme ou se réfugient dans des petites histoires. Peut-être que c'est cela l'une des choses sur lesquelles l'intellectuel a peut-être encore un rôle, juste un rôle de sonnette d'alarme. Mais il ne peut pas, je réponds à la question du rôle critique, il ne peut pas avoir un rôle dans le sens industriel, dans le sens de système, parce que l'informalité est très forte. Donc moi, je préfère dire qu'il doit travailler comme un artisan, avec beaucoup d'humilité, mais en même temps avec une rigueur et avec une vigilance qui fait qu'il ne laisse rien par rapport à ce qu'il doit dire ou ce qu'il peut aider à faire comprendre. Pour moi, ça c'est une éthique importante, parce que sinon il y a la dérive, et la dérive de ces pseudo-intellectuels, je dis bien pseudo-intellectuels, qui ont été montés en flèche par les médias comme des faiseurs d'opinion, et qui en fait disent tout et n'importe quoi sur n'importe quel type de sujet, et qui, à partir de cette position-là, sont érigés en personnes qui peuvent aider à comprendre. Eh bien, ça c'est un danger. On l'a dans des sociétés hyper médiatisées, et on peut l'avoir si on n'est pas vigilant vis-à-vis de cela.
En France, vous avez des exemples très connus, de Bernard-Henri Lévy et d'autres qui sont dans cette posture. Donc il faut faire très très attention à qu'est-ce que ça veut dire le rôle, la question de l'intellectuel. Parce qu'il y a cette machine aussi qui peut en faire tout de suite aussi des monstres à leur tour, parce qu'ils deviennent ce qu'on appelle des intellocrates. Hein? Il y a les technocrates et il y a les intellocrates. Ça veut dire ceux qui deviennent des techniciens de la pensée et qui, d'une certaine manière, sur n'importe quelle situation, peuvent construire un avis et même lui donner de la puissance pour qu'il soit porté. Donc il faut faire attention à cela. Il faut rester dans l'humilité de l'artisan qui travaille sérieusement, qui est dans l'éthique, qui n'est pas en train de raconter des mensonges, qui n'est pas au service des pouvoirs, qui est au service de la question de la vérité, mais la question de la vérité est complexe, qui est consciente de la complexité, et qui est aussi à l'écoute de cette intelligence qui vient aussi de la société, parce que la société, elle a une intelligence intuitive aussi, qui n'est pas moindre que l'intelligence savante. Ça, c'est aussi une question fondamentale qui vient. Et puis, troisième chose, c'est qu'il faut savoir que l'intelligence n'est pas uniquement cognitive, elle est également émotionnelle. Elle est aussi sensible. C'est la question du sensible qui est importante. Or, parfois, vous avez des gens qui ont des catégories de pensée qui ne viennent que du cognitif et du rationnel, mais qui n'ont pas cette sensibilité par rapport à ce qui est de l'ordre de l'humain, de l'ordre du poétique, de l'ordre de l'esthétique, et qui aussi nous donne d'autres catégories de lecture. Par exemple, 2011, je l'ai écrit dans un article qui est dans le livre publié dans la collection Le Royaume des idées, dirigé par Driss Jeydan, Errance critique. Je parlais de ces inaudibles sismographes de société mouvante, ça veut dire ces artistes qui ont eu l'intelligence d'être au plus près du réel et d'écouter les secousses qu'il y a dans le réel. Chose que les experts n'écoutent pas. Chose que les chercheurs en sciences sociales et les chercheurs sérieux qui travaillent font, mais qui n'est pas suffisamment relayé. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui est dans ce livre, Hassan Rachid. Il a fait un travail extraordinaire sur la sacralité royale. 30 pages, vous pouvez le télécharger si vous allez sur Internet. Est-ce qu'il y a eu une chaîne de télévision qui a invité Hassan Rachid pour lui dire « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Vous voyez le problème où il est? C'est que vous avez aussi des gens qui font leur travail mais qui est inaudible. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, nous avons aussi décidé de faire ce travail, parce qu'on se dit qu'il y a un besoin d'écouter mieux ce qui se fait de manière parfois inaudible, parfois secrète, parfois discrète. Donc, ce sont plusieurs étages, je pense, que la question sous-tend. Merci. Donc, je disais que moi aussi, l'intellectuel intellocrate, ou l'intellectuel à la Zola, si on peut dire, me pose un problème sociologique, dans la mesure où je me dis, par exemple, pourquoi quelqu'un qui aurait acquis ses lettres de noblesse par la science, par la littérature ou par autre discipline, peut-il se prévaloir de nous dicter des solutions, des recettes, etc. Et pour revenir justement au jeu politique marocain, donc c'est un peu contradictoire, parce qu'on est censé parler de démocratie, de délibération, de prise de décision collective, et donc l'intellectuel, s'il peut aider, c'est justement pour faire des recherches, pour nous analyser un peu la vie politique marocaine, pour peut-être éventuellement commenter. Ça, on a des figures de commentateurs aussi, mais surtout des gens qui analysent, des gens qui décrivent, qui analysent la complexité du jeu politique, des stratégies des acteurs, etc. Et donc, peut-être aussi dire qu'on n'a pas quelque chose qui s'appelle un intellectuel marocain. Ce n'est pas un idéatype, un intellectuel marocain qui est ceci, qui est cela. On a essayé, dans ce livre, de présenter une panoplie de figures d'intellectuels, une panoplie de penseurs, pour justement mettre en valeur la pluralité des figures de ces penseurs. Et donc, vous pouvez, bien sûr, vous allez trouver des intellectuels qui se disent des intellectuels qui sont partisans, qui créent des partis politiques, qui adhèrent à des partis politiques, éventuellement qui sont sympathisants,
Ça, c'est une catégorie. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout ceux qui nous, comme je dis, qui nous décrivent un peu la complexité du jeu politique marocain et qui nous aident à réfléchir par nous-mêmes pour que nous puissions décider par nous-mêmes à prendre des décisions. Voilà. Znati Oussama, acteur associatif. Donc, je commence par le titre que vous avez présenté, la figure de l'intellectuel engagé au Maroc. Donc, pour moi, on ne peut pas dire l'intellectuel engagé ou l'intellectuel qui n'est pas engagé, parce que c'est un fil conducteur et le fait d'être un intellectuel, avant tout, c'est une reconnaissance. On ne peut pas s'auto-proclamer qu'on est intellectuel, mais c'est à travers l'action et l'engagement et le militantisme qu'on peut être qualifié d'intellectuel. Deuxièmement, je veux intervenir sur comment on peut immuniser cet intellectuel dans un système qu'on sait comment il marche et qui est basé sur la cooptation de l'élite. Donc, nous avons un système qui est basé sur la cooptation de l'élite et parfois, par des causes un intellectuel qui édite des livres, et nous savons combien les Marocains lisent annuellement, donc il se peut qu'à travers un phénomène de précarité ou bien de vulnérabilité qui peut être entraîné à être porté par un système. Donc, comment on peut immuniser cet intellectuel? Ma dernière intervention, c'est que cet intellectuel, et M. Drissix l'a bien signalé, il est parfois inaudible, mais quels sont, à mon avis, quels sont les moyens pour que cet intellectuel communique avec la population et ne pas diriger sa pensée, ses analyses, ses critiques, seulement à une élite qui a accès à la lecture, qui a accès aux moyens de communication. Sachant que les panélistes l'ont bien développé et que l'accès aux médias publics, il est parfois manque un peu de démocratie et que normalement, les médias publics, ils sont entraînés dans tout ce qui est en relation avec le divertissement, beaucoup plus que le fait intellectuel. Et seulement pour attirer l'attention, que pensent nos panélistes de l'acte intellectuel par l'humour? Et là, je fais allusion à... Parce que, comme a défini nos panélistes, le fait d'être intellectuel, sur ce que fait Dieudonné et sur toute l'histoire sur Dieudonné qui, normalement, si je comprends bien, il fait le travail d'un intellectuel parce qu'il, parfois, il explique, il donne des explications, des éclaircissements, mais par le fait d'un peu d'humour et de... Merci. Bonsoir à tous, Najib Hakim, troisième année chargée. Je voudrais rebondir sur les propos de M. Jaidan que je partage. Je pense qu'un intellectuel, c'est quelqu'un d'angoissé par sa condition. Et c'est cette angoisse qui le pousse justement sur le champ public. Mais je pense que le fait qu'il soit sur le champ public et qu'il exprime son propos sur le champ public, lui donne une responsabilité du fait que ça le rend audible, du fait qu'il soit audible. Et cette responsabilité, les propos de M. Exikes m'ont un peu dérangé parce que j'ai l'impression qu'il vous soustrayait à cette responsabilité. Le fait de dire de manière très prudentielle, attention, un intellectuel, il faut qu'il soit vraiment conscient des dangers non, pas de la finance,
non, des dangers, des moyens de communication par lesquels il va passer. Il faut qu'il soit vraiment juste éthique. J'ai l'impression que c'était une approche un peu prudentielle qui soustrayait un peu à la responsabilité qui est due à l'intellectuel. Et la deuxième sous-question dans la question, c'est est-ce que vous êtes des intellectuels? Et si oui, si vous estimez que vous êtes des intellectuels, à quel moment dans votre vie vous vous êtes dit tiens, je suis un intellectuel? Voilà. Merci. Merci à vous, étudiants, de votre accueil ici. Je m'appelle Kenza Sefrioui, j'ai une double casquette, je suis journaliste et je suis en même temps l'éditrice de ce livre qui vous a été présenté. Je suis étonnée qu'au panel, merci à tous de vos interventions qui étaient très intéressantes. Je suis étonnée que devant une école, dans une école de sciences politiques, vous n'ayez pas prononcé une seule fois le mot d'intérêt général. Peut-être que ça serait peut-être bien que vous y reveniez, d'une part. Et d'autre part, j'ai une question très brève. Vous avez parlé de l'exigence de lucidité, du devoir de vigilance. C'est aussi ce que font les artistes. Est-ce que vous considérez que les artistes sont des intellectuels? Et mon dernier mot, ça sera pour saluer la présence parmi vous de Madame Riadi, qui est là, et que vous pourriez applaudir, parce qu'elle fait un vrai travail d'intellectuel engagé au quotidien depuis de nombreuses années. Merci Radija. Je suis dans une fondation pour le mouvement consumériste. Je voudrais dire simplement que, effectivement, quand l'animal sort de son groupe, il devient un peu la chèvre de M. Seguin que fait gambader notre ami Gad. Et donc, à partir de là, effectivement, ça devient quelqu'un. Je me pose la question par rapport à C. G. Dan en disant qu'en fait, l'intellectuel se pose des questions qu'on ne lui demande pas, mais en fait, il est, disons, à partir du moment où il se prend à ce jeu, il est de toutes les façons questionné, puisque c'est l'ensemble de la société, de l'atmosphère ou de l'ambiance dans laquelle il vit, qui fait que de toutes les façons, elle se pose à lui, et c'est pour ça qu'il la prend en main, et c'est ce que vous avez fait pour aboutir à ce que l'angoisse que vous nous avez décrite et dans laquelle nous sommes en fait tous, peut-être pas nécessairement avec disons, la nécessité du label d'intellectuel, mais de toutes les façons, elle nous interpelle, elle nous concerne. Et là, il y a le jeune qui est intervenu en dernier, qui a avancé à quelque chose en interpellant Sixikes. En fait, si je prends la manière avec laquelle vous nous avez présenté cela, en allant vers l'artisan, que vous respectez, que vous valorisez, on se sent comme le retour vers le bio. C'est-à-dire l'intellectuel, disons, oui, bio, parce qu'aujourd'hui on nous assène ce truc-là, et on oublie que de toutes les façons, la consommation, tristement, si on se base sur le bio, eh ben, les gens ne mangeront pas. Peut-être, je dirais, parce qu'il y a rareté, mais aussi parce qu'il y a cherté. Et donc, je me pose la question, dans quelle mesure Sixikes, vous retournez vers l'artisan alors que vous êtes quelqu'un de sophistiqué. Moi, quand je vois ce que vous avez travaillé sur le plan du théâtre, je suis absolument fabuleusement pris dans les tripes par la manière dont c'est fait. Et justement, les artistes, oui, les artistes qui prennent en charge la réalisation, la concrétisation et la démonstration de cela, ils le sont aussi. Je dis la chose suivante. C'est vrai qu'on peut oublier l'intellectuel ancien, mais de manière globale, pour moi, l'intellectuel, c'est celui tout simplement qui prend le corps social, l'ensemble de notre existence, et puis il la dissèque. Et il nous aide par sa capacité à disséquer, il nous expose à quelque chose en donnant une interprétation. Mais ensuite, c'est à nous de voir si nous avons une capacité pour aller interpréter différemment, ou bien par la pauvreté de nos moyens, on se situe au moins à ce niveau-là. Et donc, c'est largement respectable. Parce que vous imaginez ce que c'est, par exemple, quand le groupe de théâtre présente une pièce comme Diali, c'est absolument ahurissant dans la société marocaine. Il y a une explication mais fondamentale pour régler quelque chose. Quand on voit la Fetwa, on se dit, mais nom de Dieu, comment est-ce qu'on ne prend pas en considération ça et qu'on le retrouve sur la place publique
des médias, avec beaucoup plus d'explications, alors qu'on voit que, par exemple, les acteurs étaient obligés de dire, s'il vous plaît, ne prenez pas votre smartphone, ne photographiez pas, parce qu'il y a un risque. Voilà, c'est cela que je voulais transmettre. Je voudrais tout simplement dire, reprendre une expression de M. Géden que j'ai découvert avec une immense joie. Et je reprendrai son expression favorite, il y a fort à parier, que ma présence ici est pour raison sa présence à lui, parce que je lui ai transmis un message il y a quelque temps en lui disant que j'ai découvert par hasard dans ma voiture, en descendant faire des courses, quelqu'un qui parlait d'une façon humaine, humaniste. Et après avoir passé 40 ans loin de mon pays, je me retrouve à écouter quelqu'un qui est un petit peu mon alter ego et qui le dit d'une façon tellement simple, tellement calme, et tellement précise. Je sentais que ce qu'il disait, c'était une conviction profonde. Je veux tout simplement aujourd'hui dire, je suis venue pour le voir, parce que je n'ai fait que l'écouter. Je suis venue pour dire, je suis très heureuse que M. Géden soit au Maroc, qu'il soit marocain, et qu'il représente l'intellectuel dont j'ai toujours rêvé pour mon pays. Voilà. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche, et il y a fort à parier que ce sera peut-être une des dernières, en tout cas dans la si façon... je peux répondre, c'est la première fois que je courtise un homme en public. S'il y a une vidéo, faut pas que ma femme la voie. Mais bon, on est dans la fraternité. Mais bon, je suis extrêmement touché par ce que vous dites. On doit probablement avoir des névroses en commun. Vous savez, Freud disait, il n'y a pas de grand amour, il n'y a que des névroses qui se rencontrent. Et je pense que sur ce point, il avait raison. Et on appelle ça le grand amour, en général. C'est pour ça que ça ne dure pas. Mais... Je dirais que si c'est intellectuel, ça dure. Ça peut durer, effectivement. Et souhaitons-le pour nous tous. Mais par rapport à ce que j'ai un peu entendu sur... Alors, Kenza, les artistes ne sont pas des intellectuels. Les artistes sont les voix que doivent entendre les intellectuels. À mon humble avis, ils sont plus hauts que les intellectuels. Beaucoup plus hauts. Shakespeare disait, les artistes sont les antennes de la race. Et il a toujours raison. Les artistes sentent, pour des raisons qu'on ignore, bien avant les autres. Les peintres, les musiciens, les gens qui écrivent des pièces de théâtre, les écrivains, les auteurs, tous ceux que nous aimons. Donc heureusement qu'ils ne sont pas des intellectuels. Sinon, je pense que nous ne verrions pas grand-chose. Donc ils continuent, ils sont les yeux ouverts sur l'inconnu et sur le monde aussi. Et les brèches par lesquelles pénètre la lumière. Donc nous avons beaucoup d'artistes au Maroc. Je crois qu'il y a une spécificité du Maroc où il y a peut-être plus d'artistes finalement que d'intellectuels, parce que tout simplement, peut-être que nous avons un tempérament artistique, immédiat, inspiré, intuitif. Ça doit probablement faire partie un peu de notre culture. Driss, c'est un artiste. Ses pièces de théâtre, je le dis humblement, elles sont aujourd'hui... il est le dramaturge du XXIe siècle, et c'est comme ça. Et ça fait 20 ans qu'il fait ça, ça fait 20 ans qu'il regarde, ça fait 20 ans qu'il passe des nuits entières à chercher, à essayer de comprendre. C'est de la souffrance. Donc s'il est aujourd'hui notre dramaturge, celui qui a redonné vie au théâtre et qui fait ce qu'il fait, c'est pas pour rien, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi que c'est un artiste. Et moi j'adore son théâtre, et je pense que nous l'aimons tous, et que nous allons continuer à l'aimer davantage. Ensuite, sur le rapport entre les intellectuels, l'angoisse, est-ce que moi je me considère comme intellectuel? Moi, je vais vous dire franchement, je passe mon temps à lire, j'essaye de trouver les mots pour dire attention, j'ai un problème. Et vous avez raison, monsieur, de dire qu'on a un rapport avec l'espace public. Mais c'est ça qui fait partie de la folie. C'est que ceux qui décident de prendre la parole, ou ceux qui écrivent, ou ceux qui créent, ne sont pas des gens normaux.
Il faut le savoir. J'ai des amis qui me disent « Mais pourquoi tu fais tout ça? À quoi ça sert? Pourquoi tu ne trouves pas un bon boulot? Tu as des diplômes et tout ?» Je ne sais pas. Je suis incapable de vous répondre. Est-ce que c'est des histoires d'enfance qui ont bien tourné ou mal tourné? Est-ce que c'est de l'égocentrisme déguisé en modestie? Je ne peux pas vous répondre. J'étais un peu en psychanalyse, ça n'a rien donné. J'ai résolu mon problème le jour où j'ai considéré que la vie était un roman, qu'il y avait des personnages, des chapitres, des ponctuations, et qu'on essaie de trouver les mots. C'est comme ça que je vis, et c'est comme ça que je vais continuer à vivre. J'essaie de trouver les mots les plus justes. Après, il y a le travail de la distance. La philosophie nous enseigne la distance, mais la philosophie, elle n'interdit pas qu'on se mette en colère. Vous êtes un citoyen, vous vous battez, vous faites des choses. Il y a des jeunes dans cette salle qui sont l'avenir de notre pays. La seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est intellectuel ou pas intellectuel, libre ou pas libre. Protégeons la vie. Faisons que nous ne soyons pas traités comme cette récolte dont le montant a déjà été fixé et qui a déjà été vendu. Protégeons notre pays, notre culture, notre rapport avec les autres sociétés. Nous sommes un petit pays avec une grande histoire. Nous essayons de mettre en place un système qui nous permettent aussi de créer des richesses, de créer des emplois, de créer de l'intelligence. Nous faisons avec ce que nous avons. Nous avons des relations que moi je n'aime pas avec des pays dont je n'aime pas beaucoup les cultures. Je l'ai déjà dit et ça me vaut ce que ça me vaut. Je voudrais que mon pays soit un grand pays, libre, avec une jeunesse forte, intelligente, un pays qui soit autonome, où nous créions beaucoup de richesses. Moi, je n'ai pas envie que des wahhabites me prêtent du pognon. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce qu'ils pensent de la vie. J'ai envie de fréquenter des gens à peu près fréquentables. Et je pense que dans notre pays, nous avons l'histoire, les gens, les jeunes, les idées, pour pouvoir faire en sorte que précisément nous puissions fréquenter les gens que nous voulons. Pour le moment, comme on dit en Delja, on fait avec ce qu'on peut. Il y a la Banque mondiale, le FMI, le Qatar, tout ça, c'est très bien. Moi, j'aime pas le Qatar. J'aime pas un pays où 94% des gens sont des immigrés enfermés dans des baraques, des Pakistanais qui se font tabasser, à qui on prend leur passeport, qu'on traite comme des animaux. Eh bien, je n'aime pas que ces gens-là nous prêtent de l'argent. Je prie le ciel et l'avenir que nous n'ayons plus à emprunter $1 à ces gens-là. Ça fait partie de ce que je pense, je le dis dans l'espace public, parce que je pense que notre pays vaut mieux que ça. Nous avons une histoire, nous avons des écrivains, nous avons des peintres, nous avons des Kenzas Frewi, des Saladi, des Gharbawi, des Laroui, tout ce que nous avons. Ils ne l'ont pas. Ils achètent des Louvres en pièces détachées, ils les font livrer chez eux. Ces gens-là n'ont pas de culture, ils n'ont pas notre patrimoine, ils ne sont pas ce que nous sommes, culturellement, ils ne nous arrivent pas à la cheville. Donc, je souhaite qu'avec tout ça, nous puissions avoir une société qui soit libre et digne, avec des droits de l'homme, avec du respect, qu'on arrête de torturer. Pas parce qu'il y a des droits de l'homme, parce que notre culture, nous-mêmes, ce que nous sommes, nous interdit de maltraiter autrui, en réglant des problèmes d'immigration, en soyant tout simplement fidèles à ce que nous devons être et ce que nous pouvons être. Voilà, je pense à quoi ça sert de prendre la parole dans l'espace public. Vous pouvez le faire, les jeunes peuvent le faire, tout le monde doit le faire, évidemment, à partir de son obsession, à partir de ses peurs, à partir de ses désirs. À partir de là, il y a des artistes, des intellectuels, des étudiants, des politiques, des chefs d'entreprise. Dernier point, des chefs d'entreprise qui créent des entreprises qui travaillent bien, qui payent leurs impôts, qui créent de la richesse, qui créent des emplois, qui forment. S'ils ont envie de rouler en Bentley, c'est leur problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Après tout, pourquoi pas ? Maintenant, des chefs d'entreprise qui traitent mal les gens, qui sont dans la terreur quotidienne et dans le mépris, qui ne payent pas leurs impôts, qui traitent les gens comme des animaux, eh bien, de ceux-là aussi, comme des Qataris, nous n'en voulons pas. Nous voulons vivre dans une société décente, nous voulons la fabriquer ensemble, et que nous puissions être fiers de nous regarder dans le miroir de l'histoire et de l'avenir. La seule chose que je peux vous dire, c'est la question, et là je remercie Kenza de parler de l'intérêt général. La seule chose qui, pour moi, est importante, c'est que nous sommes tellement entourés par un esprit individualiste à l'extrême, dans lequel on confond le confort personnel et la prospérité de tous, où on confond l'intérêt privé et l'intérêt général, où on confond l'accès privilégié et la possibilité de démocratiser l'accès à un certain nombre de choses, que je pense que ça, c'est une question sur laquelle n'importe quelle personne qui réfléchit, agit ou crée doit en être consciente. Donc cette conscience est fondamentale.
je pense qu'elle est fondamentale et celui qui est un intellectuel, il doit l'avoir en tête parce que de toutes les façons, il est forcément dans la question de qu'est-ce qui, par le savoir ou par ce qu'il sait, doit être le plus utile par rapport à la globalité, parce qu'il y a la question de l'ère du temps. Il y a effectivement les obsessions, comme a dit Driss tout à l'heure, il y a les obsessions, mais il y a l'ère du temps. Il y a la chose qui, à un moment donné, devient fondamentale et devient prégnante. Et il la saisit et il la partage. Et il la partage parce qu'il y a ce souci de l'intérêt général, en tout cas je l'espère, pas chez tous. Ceux qui ne l'ont pas, ce sont ceux qui ne font pas suffisamment, qui versent davantage dans l'expertise, etc., ou bien qui sont cooptés et qui oublient la question de l'espace public et la question du partage dans l'espace public. Ça, c'est une question importante. Maintenant, qu'est-ce qui peut immuniser? Je parlais tout à l'heure de l'autonomie. Je vais citer un ami psychanalyste, Majid Safwan, qui est un lacanien, qui disait au Maroc, on a l'impression parfois que l'autonomie a une date de péremption. Ça veut dire que c'est comme c'est un médicament qui est périmé. Les gens croient qu'ils sont autonomes jusqu'à un moment donné, et puis ils ont le droit d'être fatigués d'être autonomes, et après ils font comme ils peuvent. C'est très très grave de croire que l'autonomie peut à un moment, tout simplement, on peut être autonome dans une phase de sa vie. Être autonome, c'est ce qui constitue le libre arbitre de chacun dans un espace public. Et le libre arbitre ne peut venir que de la capacité de faire soi-même son hiérarchie et ses choix et ses priorités qui ne soient pas dictés par un intérêt personnel uniquement. Ça veut dire que c'est un arbitrage très complexe, mais l'autonomie, pour ne pas être coopté, pour ne pas être au service d'eux, pour ne pas être dans l'allégeance par rapport à n'importe qui, et d'être essentiellement dans le travail sur la question de la vérité, la question de l'intérêt général, etc., ne peut être... C'est ce travail sur soi pour préserver cette autonomie jusqu'au bout. Ça, c'est une question. Je peux vous dire qu'elle est très dure dans une société comme la nôtre, dans laquelle nous vivons aussi dans une société de cours au cercle concentrique, dans laquelle, je parle de société de cours non seulement par rapport à un certain entourage, à l'entourage royal, mais elle a des cercles concentriques, la société de cours. Donc ça, c'est ça, s'immuniser, c'est travailler sur soi pour préserver cette autonomie jusqu'au bout. C'est ça la question centrale. Donc, enfin, l'artisan pour moi est très sophistiqué. L'artisan, quand il est ébéniste, moi je viens d'une famille de menuisiers et d'ébénistes. C'est quelqu'un qui est d'une sophistication extraordinaire. Mais pourquoi je parle de l'artisan contre l'industrialisation de la pensée? Parce que il y a quelque chose, il y a la marque de chacun. Il y a ce travail de tissage dont je parlais tout à l'heure qui est fondamental et qui est un travail très patient. Je pense qu'on ne peut... Et le danger dont je parlais par rapport aux médias, c'est uniquement par rapport à ces médias qui, à un moment donné, érigent certains en la figure de l'intellectuel. Il n'existe pas la figure, n'existe pas cette figure. Voilà. Donc c'est plutôt c'est juste être honnête dans le fait de... En même temps, je vous dis tout à l'heure, on a besoin des médias pour un certain nombre de choses, mais il faut aussi savoir, il faut être conscient du danger de la manipulation qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Enfin pour moi, les artistes, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, les artistes sont comme des taupes. Les taupes ou les terriers. C'est Céline qui prenait cette image de terrier. Et la taupe, c'est Edgar Morin qui en parle. Les artistes ils ont les pattes tellement collées au sol qu'ils sentent les secousses au loin. Un vrai artiste qui fait ce travail d'écoute permanente par rapport à la société, d'observation, mais qui est dans le partage du sensible. Faites attention. Pourquoi, et je boucle là-dessus, pourquoi je parlais tout à l'heure de l'éthique du dramaturge. David Mamet, qui est un grand dramaturge américain,
il a dit une chose, un dramaturge américain qui est vraiment hors du mainstream, qui est vraiment très marginal. Il a dit une chose extraordinaire. Il dit, si vous voulez faire une conférence, si vous voulez partager des idées, allez faire une conférence. Mais si vous voulez faire en sorte que vos idées soient partagées par le sensible, sachez que les gens dans une salle de théâtre sont comme des chasseurs. Ils ont besoin de sentir la chose au moment où vous êtes en train de le dire. Donc tu n'as même pas le temps de développer des choses ou de dire des vérités. Tu dois juste partager quelque chose de sensible pour que les gens les sentent à leur manière. Voilà. Je pense que c'est aussi cette culture participative qui est en train de naître aujourd'hui, qu'il faut respecter, mais qu'il faut nourrir. Il faut savoir nourrir. Il faut qu'il y ait plusieurs espaces, plusieurs lieux, multiplication des espaces. Il faut inviter les gens. Ces intellectuels ont besoin d'être écoutés, en même temps challengés. Il faut les défier et en même temps les écouter. Il ne faut pas les mettre sur un piédestal. Ils ne sont pas dans une tour d'ivoire. On croit qu'ils sont dans une tour d'ivoire. Je peux vous dire qu'ils sont dans un travail très, très, très humble et très, très patient. Mais sauf que l'image que nous avons est une image très distante. Donc, c'est aux différents espaces de faire en sorte, de différents lieux, de faire en sorte de réduire ce fossé. D'abord, qui fait en même temps qu'on est dans l'admiration ou dans la répulsion de l'intellectuel et de croire que, tout simplement, il a une utilité publique. Un intellectuel a une utilité publique. Et il faut saisir cette utilité publique. Il faut demander à ce que les télévisions publiques rendent ces voix audibles. C'est ça le problème. C'est que pour le moment, nous ne faisons même pas... Alors, donc il y a énormément de lieux qui doivent être habités par le savoir, par les idées, par la sensibilité. Pour le moment, on est très très loin du compte. Merci. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir très fort nos trois intervenants. Nous les remercions au nom de l'Université internationale de Rabat et de son Institut d'études politiques et juridiques Sciences Po Rabat. Les mercredis de Sciences Po continuent. La prochaine séance sera dédiée à Islam au pluriel et politique, la voix des femmes dans la controverse islamique. Et vous êtes bien sûr toutes et tous conviés à venir débattre avec nous. Merci beaucoup pour les derniers deux Mohicans qui sont restés. Et encore un grand merci.